utopistes, bonjour et bienvenue dans le podcast du projet Utopia, un podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. Suite et fin de mon entretien avec Yvan Songeon. Si vous avez raté les 2 précédents épisodes, je vous invite à les écouter avant celui-ci, car ils sont indispensables pour bien comprendre ce que nous allons aborder aujourd'hui. En effet, dans le premier épisode, nous avions abordé la notion de cognition sociale et dans le deuxième, nous avons parlé de la douleur pour enfin en venir à cet épisode, au lien entre les deux. Pour cela, Yvan va nous parler plus précisément de son travail de thèse qui le passionne. Et je profite de cette introduction pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2025. Vu le contexte dans lequel on est, souvent les gens ils vont chercher des explications physiologiques de prime abord. Parce que je pense, et ça vraiment, je pense que c'est la manière dont notre société elle s'est structurée et organisée autour de la vision du corps, de la santé, qui finalement s'est très très concentrée sur l'aspect biologique. Et très peu, en fait, on a très peu pris en compte la psychologie, même si maintenant on le prend de plus en plus en compte. On a encore moins pris en compte les contributeurs externes qui sont plus liés aux structures sociales dans lesquelles on se retrouve. Oui. En fait, c'est très très peu pris en compte et pourtant ça a aussi une influence. Et du coup là, on en parlera peut-être plus tôt. On peut commencer à parler du coup du lien vraiment entre les deux, si tu veux. Ouais. Du coup, qu'est-ce que une compréhension de la cognition sociale peut apporter à la compréhension de la douleur? Comment on peut donc relier les deux? Alors, bien sûr qu'on en a déjà un petit peu parlé, que les gens ils ont déjà fait des liens entre eux, mais est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Est-ce qu'on peut préciser certaines choses? Déjà, moi c'est un petit peu l'objectif de ma thèse, c'est-à-dire que voir du regard de la cognition sociale comment on peut mieux comprendre la douleur et derrière amener à une meilleure prise en soin, un meilleur accompagnement des personnes qui ont des douleurs. Et moi ça m'est parti, enfin c'est le truc qui m'a un peu trotté dans la tête parce que je suis tombé, c'était avant ma thèse, c'était en 2018 je crois, 2019, sur un article d'un jeune chercheur, enfin d'une équipe, c'est rarement une personne qui fait un article, d'une équipe qui a développé une hypothèse qu'ils ont appelée la menace sociale, donc le social trait. Et pour eux, c'est quoi la menace sociale? C'est que, en fait, l'expérience de la douleur, elle va nous amener à une condition, ou du moins nous amener à une situation qui va faire qu'on va être différent dans la société, et que ce fait qu'on soit différent dans la société, ça va modifier la manière dont les autres, ou cette société, elle va interagir avec nous. On retrouve un peu ce côté cognition incarnée, que j'apprécie bien, justement. Et en gros, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils développent pour faire? Très simplement, on a 3 besoins fondamentaux dans une société, chacun et chacune, c'est qu'on a un besoin d'autonomie. Oui. Et donc l'autonomie, c'est vraiment le côté où c'est l'agentivité. Oui. C'est le côté où on a besoin d'avoir un contrôle sur nos vies, d'avoir une part de contrôle, une part de liberté, de choix, de qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Et justement, le fait d'expérimenter des douleurs, ça nous fait perdre cette notion, donc on en parlait sur le contrôle du corps, mais on perd aussi une partie de notre contrôle sur notre vie, parce que quand on a des douleurs et qu'on vit des incapacités, on a des gènes qui nous amènent à avoir une incapacité, on peut plus aller travailler par exemple. C'est une sorte de handicap. Du coup, c'est ça, c'est un handicap, on peut le considérer comme un handicap. Et derrière, on va dépendre. En fait, on va dépendre d'une structure qui va nous financer. On va dépendre des soignants qui vont nous mettre en arrêt de maladie ou pas. Et du coup, on va dépendre aussi d'un milieu de travail qui va développer des adaptations, qui va pas du tout s'adapter, on n'en sait rien. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a plus de contrôle sur notre vie. Ouais. Ou du moins, on perd cette sensation de contrôle, donc on perd un peu d'agentivité. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi toutes et tous un besoin d'appartenance. En fait, on a besoin d'appartenir à un groupe de personnes auxquelles on arrive à s'identifier. C'est des groupes qui sont liés à nos propres représentations, finalement, c'est pas des groupes qui existent dans la vraie vie. Du coup, ça peut être des groupes qui peuvent être issus de notre statut socio-économique. Par exemple, on peut être dans un groupe assez corporatiste où dans notre vie, finalement, on va côtoyer que des personnes de notre niveau socio-économique, ou notre statut socio-économique. Mais ça peut être des groupes aussi qui sont liés avec un sentiment d'appartenance lié à des loisirs, à des activités. Ça peut être aussi simplement le noyau familial. En gros, on a un besoin d'appartenance à ces groupes. Et justement, le fait d'expérimenter de la douleur, ça peut nous emmener à être exclus du groupe. Soit soi-même, on va s'exclure,
on va se mettre en situation d'isolement, ou alors parce qu'on va plus répondre aux normes attendues dans ce groupe. Ouais. C'est un petit peu le principe. Alors, je suis pas du tout sociologue, mais de ce que je comprends les structures sociales en sociologie, c'est ça, c'est qu'on a des structures sociales comme par exemple le noyau familial, et qui a développé une forme de norme. Et aujourd'hui, on a une norme de ce que devrait être une famille. Et donc avec le mariage pour tous, on a bien vu que chez certaines personnes, le fait d'autoriser par exemple le mariage pour les couples gays, enfin pour les couples LGBTQI+, ça a créé une dissonance finalement dans leur vision normée de qu'est-ce que devrait être un couple. Aujourd'hui, voilà, on a plein de normes qui sont en train d'être remises en cause, parce que ces normes finalement elles emmènent à des situations de stigmatisation et de discrimination, mais vivre l'expérience de la douleur, ça peut nous amener à ne plus correspondre à certaines normes attendues de certains groupes, et du coup on peut aussi être exclu par le groupe en lui-même. Et notamment un groupe important, c'est le travail. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on se définit tous. Enfin, moi, je le vois. Je me suis présenté dans le podcast par mon travail. Quand on va en soirée, qu'on connaît personne, comment on se présente très souvent, on se présente par notre travail. Enfin, on donne notre prénom, mais après, derrière, on dit tiens, moi, je fais ça comme travail. Et toi, tu fais quoi Voilà. Finalement, le travail, il a quand même une place qui est hyper importante dans nos vies. Oui. Et le fait d'expérimenter la douleur. Rien que le temps qu'on y passe, c'est une part très importante. Ouais. C'est ça, et puis on est poussé à la performance, on en parlait tout à l'heure, on est poussé au développement personnel, donc de faire un travail qui fait du sens pour nous, qui nous fait plaisir, de mêler la passion avec le travail, et en plus si on pouvait gagner plein d'argent, ce serait top. Donc voilà, c'est vraiment un point qui est central dans nos vies, et je pense qu'on crée notre soi aussi, notre self par rapport au travail, et c'est un exemple, c'est le fait justement de plus pouvoir avoir accès à notre travail, ou d'avoir notre travail qui va être altéré par le handicap, le fait de plus avoir une reconnaissance des autres, de nos collègues, de notre hiérarchie, de ne pas avoir une aide par exemple. Voilà, on peut se sentir exclu par rapport à ce type de situation. Et puis socialement, la douleur, je pense qu'elle est aussi... en tout cas, la douleur chronique, je pense qu'elle est mal vue. Je pense que... Oh là là, il a encore mal celui-là. Ou alors c'est un faible, quoi. Il est tout le temps en souffrance, tu vois, c'est... ce genre de représentation. Alors, quoi. Moi, j'en ai pas trop parlé, mais une partie de ma thèse, c'est justement, on essaie de comprendre comment on peut capturer ou recueillir cette subjectivité de la douleur, et je fais de la recherche qualitative. Alors, est-ce que tu peux nous parler des études que tu as menées du coup sur ce sujet-là ? Oui, et ben justement, là, j'ai une étude qualitative, parce qu'en gros, nous, on a fait un gros travail de revue de la littérature, où on a un petit peu exploré tous ces contributeurs externes. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est les facteurs situationnels et sociologiques qui vont jouer un rôle dans le développement et le maintien de la douleur chronique. Ouais. Et donc, pour faire la distinction, les facteurs situationnels, c'est plus des facteurs qui vont être liés au contexte immédiat, et les facteurs sociologiques, donc c'est plus des facteurs qui vont être liés au fonctionnement des structures sociales. Et justement, ce qui a émergé, et c'est là où on est vraiment parti, ou du moins moi je pars sur ce sujet, c'est que le soutien social, c'est quelque chose qui semble important, qui joue un rôle et qui semble jouer une place dans le développement et le maintien de la douleur chronique. Et le soutien social, souvent on le voit par le biais des amis ou de la famille. Et ce qui est très très peu exploité ou exploré, c'est le soutien social dans le cadre du travail. Le soutien social de sa hiérarchie, de ses superviseurs, le soutien social des collègues. Et ça, c'est un truc sur lequel moi j'essaie un peu de travailler. Alors, je travaille pas sur ça spécifiquement parce que je travaille plus sur la notion de stéréotype liée à la douleur chronique, et derrière comment ça va modifier les perceptions sociales des personnes. Oui. Et en gros, pour ça, on a fait une étude qualitative. Donc une étude qualitative, c'est une étude où on va recueillir l'expérience des personnes concernées. Donc c'est ce côté subjectif, on essaie justement par le biais de l'étude qualitative. Et moi j'ai un jour, dans un entretien que j'ai eu avec un participant de l'étude, il m'a dit, texto, il m'a dit qu'il avait peur de reprendre le travail alors qu'il avait envie de reprendre le travail, mais en fait il avait peur de reprendre le travail parce qu'il avait peur de devoir se justifier en permanence auprès de ses collègues quand il allait devoir prendre des jours pour se reposer, parce que c'était trop difficile pour lui de travailler tous les jours à temps plein, etc. Et en fait, cette angoisse de devoir se justifier... Ça rejoint ce que je disais en fait, sur le côté c'est un faible, etc. Quoi, ouais. C'est ça. Mais chez lui, ça générait une vraie angoisse. Et cette angoisse de devoir se justifier faisait qu'il avait vraiment peur de reprendre le travail. Ouais, je vois. On peut s'imaginer que si on avait été dans un milieu où on améliorait l'estime qu'on avait des autres dans le cadre de notre travail, qu'on n'était pas dans du jugement, qu'on était plutôt dans du soutien, qui viennent de la hiérarchie, qui viennent des collègues, cette personne, elle pourrait se dire, voilà, je me sens dans un milieu assez sain qui serait capable de m'inclure dans le cadre du travail, et de m'inclure en fonction de ce que je peux aujourd'hui donner, en fonction de ce que je ressens aussi. Oui. Et peut-être que cette personne, elle prolongerait pas ses arrêts de maladie. Enfin, une fois de plus, c'est pas elle qui prolonge ses arrêts de maladie, c'est son médecin. Mais elle serait pas amenée à ce que ses arrêts de maladie soient prolongés, et elle aurait repris un travail parce qu'elle serait pas amenée à des situations comme celle-ci, où elle se dirait, par anticipation,
que il va être jugé par les autres en fait. Ouais. Et ça, on le sait bien, hein, on le sait tous. Hein, j'imagine que tout vécu, à un moment, le collègue qui est en arrêt de maladie, on commence à douter de sa maladie. En plus, des fois, on voit sur les réseaux sociaux, je sais pas où, que le collègue, il est parti en week-end avec des potes, qu'il a une vie en fait à côté. Ah, tu vas chercher. Et du coup, on va dire, non, mais même c'est des choses qui sont vécues. Jusque là, je veux dire, ne serait-ce que le côté organisation du travail. C'est-à-dire qu'on va devoir en fait s'organiser en prenant en compte le fait qu'il peut être là ou il peut être pas là en fait, tu vois. Et rien que ça en fait, ça crée une gêne, même si on n'est pas forcément, même si on n'a pas un regard déplacé, on va dire, sur sa condition. Déjà la gêne que ça va générer au travail, on va le reporter sur lui en fait quelque part. Et lui il va le ressentir, tu vois. Ne serait-ce que ça en fait, même si on est dans le soutien par ailleurs, etc. Ça va forcément créer des gènes fonctionnels quoi, dans l'organisation, etc. Donc c'est forcément une gêne pour tout le monde, quoi. Voilà. C'est ça. Ça va. Mais du coup, cette gêne, pourquoi ? Parce qu'on a aussi une hiérarchie, on a un système où on se base sur pression supplémentaire, ouais, effectivement. C'est ça, sur la productivité finalement. On doit être productif, on doit être performant, et du coup, on prend plus en compte le bien-être des personnes qui travaillent. Et justement, à partir de ce postulat, moi j'ai vu le truc comme la douleur, ça peut être une expérience sociale finalement. Ça peut être une expérience qu'on va vivre et qui va... En fait, le fait d'avoir ressentir des douleurs, ça va modifier nos expressions faciales par exemple, ça va modifier nos expressions de nos émotions et nos comportements. Donc ça, c'est des signaux qui vont être envoyés aux autres, et les autres, ils vont s'en saisir de ces signaux, soit de manière plutôt pro-sociale, où ils vont pouvoir expérimenter de l'empathie, par exemple, ou de la compassion. Et du coup, ça va pouvoir être des personnes qui vont être plutôt aidantes, qui vont peut-être avoir justement l'envie d'être compréhensives, d'être à l'écoute, pouvoir proposer de l'aide pour faire quelque chose. Ou à l'inverse, ça peut nous emmener à des situations où on va plutôt douter de la véracité, des situations où on va avoir des comportements antisociaux, où on va amener à juger la personne. Et comme on le sait, du coup, le jugement, ça peut amener à des comportements stigmatisants, voire discriminants dans certaines situations. Et donc, ces signaux, ils vont être renvoyés de nouveau à la personne qui souffre de douleurs chroniques. Et du coup, là, on est toujours dans une forme de boucle de rétro-contrôle de l'expérience sociale de la douleur. Oui. Et c'est un petit peu ce qui a été développé donc, dans la menace sociale de Kai Karos, ces notions, et c'est là-dessus un petit peu que nous, on est parti aussi pour ma thèse. C'est d'essayer de comprendre ces interactions sociales, comment elles peuvent justement jouer un rôle dans le développement et le maintien de la douleur. Et nous, on travaille plus spécifiquement sur les stéréotypes. Et donc, au tout début, je ne sais pas si vous vous en rappelez, parce que c'était il y a très longtemps, du podcast, au tout début du podcast, j'ai parlé d'une chercheuse qui s'appelait Suzanne Fiske, qui est un peu une des pionnières, on va dire, dans la cognition sociale. Et justement, Suzanne Fiske, elle a travaillé sur cette notion de stéréotype. Elle a joué un rôle assez important parce qu'elle a développé un modèle autour des stéréotypes, qui a un modèle aujourd'hui qui a été répliqué plusieurs fois. Alors, elle a une vraie vision, elle utilise des méthodologies de la psychologie sociale parce qu'elle est issue de la psychologie sociale, donc je suis pas spécialiste de la psychologie sociale, donc j'imagine qu'il y a des gens spécialistes de la psychologie sociale qui nous écoutent, peut-être qu'ils s'arracheront les cheveux, parce que peut-être que pour eux, Suzanne Fiske, c'est pas forcément une méthodologie très robuste, parce que non, surtout que psychologie sociale, c'est toujours pareil, ça fait partie des disciplines où on est en pleine crise de la réplicabilité des résultats, donc c'est toujours pareil. Mais en tout cas, elle a développé quand même des choses qui, moi, m'ont permis d'avoir un cadre un peu théorique autour de ma thèse. Et notamment, elle a développé ce qu'elle a appelé l'avarice. Ouais, c'est ça, l'avarice cognitive. En gros, l'avarice cognitive, c'est quoi ? C'est qu'on aurait des capacités cognitives limitées, on aurait des ressources cognitives qui sont limitées. Ça, je peux même dire, du coup, on a, sans dire on a, vrai, c'est parce qu'on sait. Et en fait, ces ressources cognitives limitées, c'est ça qui va nous amener à utiliser des heuristiques de jugement. Pour traiter des informations, et notamment les informations sociales. Donc on a déjà parlé des heuristiques sur le podcast. Les heuristiques, en gros, c'est des capacités de traitement d'une information assez simplifiées pour aller vite et être efficace, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle s'est intéressée sur le côté social. Et parmi ces heuristiques de jugement, donc il y a ce qu'on appelait, ou du moins c'est pas elle qui a développé cette notion, mais elle s'est servie de ce terme, il y a les stéréotypes. En gros, les stéréotypes, ce seraient des heuristiques de jugement sur lesquels on va se baser pour pouvoir, derrière, adapter
notre comportement, nos réactions vis-à-vis d'une personne qu'on ne connaît pas. Parce que finalement, on voit que les effets des stéréotypes disparaissent petit à petit. Plus on connaît la personne, en fait, plus les effets des stéréotypes vont disparaître. Oui, parce que, et ces informations... Par exemple, si la première fois que je vois une personne, elle arrive, elle trébuche, je veux dire, cette personne est maladroite, donc je peux pas trop lui faire confiance, vu que on est censé faire équipe pour, je sais pas moi, pour un parcours du combattant, tu vois, par exemple. C'est ça. Bah voilà, typiquement, c'est une représentation des stéréotypes. Et donc, ces heuristiques de jugement, elles se baseraient sur des informations qui seraient physiques. On va juger une personne par rapport à son physique, par rapport à ses comportements, la manière dont elle se comporte, et par rapport à les interactions qu'on va avoir avec cette personne. Et assez très rapidement, en fait, on va se faire une image de la personne au premier regard, et on va déjà la catégoriser. Dans des catégories sociales qui sont fictives, c'est des choses qu'on se représente, c'est nos propres représentations, mais il y a quand même un côté assez intéressant dans les stéréotypes qui est commun. C'est-à-dire qu'on va quand même partager entre individus des représentations qui seront communes. Et justement, il y a déjà eu des recherches là-dessus sur la notion de stéréotype dans la douleur, où toi-même tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être des personnes qui seront considérées comme étant faibles, qui seront des personnes qui seront en manque de volonté, parce que finalement, c'est des personnes qui, si elles se bougeaient un petit peu plus, elles auraient plus de douleur aujourd'hui. Ça va être des personnes qui vont être perçues comme étant froides, voire agressives. Parce que c'est des personnes qui expriment aussi des fois beaucoup de colère, et ce qui peut être tout à fait compréhensible vu ce qu'elles expérimentent. Quand tu souffres tout le temps, c'est ça, et qui vont du coup être perçues comme froides vis-à-vis des médecins, comme froides vis-à-vis de leur entourage, etc. Puis ça va être des personnes qui ont tendance soit à être isolées, soit à s'isoler d'elles-mêmes, pour éviter justement, comme je disais tout à l'heure, de se justifier. Parce que pareil, moi j'ai plein de personnes dans mes entretiens qui me disent voilà, moi je sors plus avec mes potes parce qu'en fait j'en ai marre de devoir me justifier auprès de mes potes, pourquoi je peux pas rester assis longtemps, pourquoi ce soir je vais rentrer plus tôt, pourquoi ci, pourquoi ça. En fait, c'est qu'on est toujours dans une justification permanente de pourquoi on a ces comportements finalement qui ont l'air de dévier de la norme des comportements attendus. Et donc Suzanne Fiske, elle a développé aussi un modèle, un théorique, qui s'appelle le stéréotype content model, donc je sais pas, le modèle des contenus stéréotypés, je pense en français. Ouais, je retraduis comme ça aussi. Où en gros, voilà, elle a créé un modèle qui permet de prédire la manière dont les gens ils vont percevoir et se comporter vis-à-vis d'un groupe d'individus, en fonction de deux paramètres qui sont la chaleur. Donc la chaleur, c'est est-ce qu'une personne va nous paraître amicale ou offensive, pas offensive, pas froide, enfin l'inverse. Ouais, voilà, c'est ça. On va pas avoir de sentiment de promiscuité, voire même presque un sentiment que ça peut être une personne potentiellement dangereuse pour nous. Et sur la performance, qui est le deuxième critère, en gros, la personne, elle va nous paraître comme quelqu'un de compétente ou quelqu'un qui sera pas compétente. Et typiquement, pour prendre un exemple, donc ça te fait un tableau avec 4 cases, où tu as les personnes qui sont pas compétentes et qui sont aversives, ou les personnes qui sont par exemple très amicales, perçues comme amicales, et qui sont perçues comme très compétentes. Et typiquement, une personne, alors dans les exemples qu'elle donne, si alors elle a pas mal travaillé sur la notion des stéréotypes raciaux, notamment je crois vis-à-vis de la population juive, mais un autre exemple que j'ai en tête comme ça, c'est la femme au foyer. La femme au foyer, elle va être perçue comme la personne amicale, parce qu'elle a des comportements plutôt prosociaux, où elle va plutôt être engagée pour le bien-être des autres, etc. Mais comme étant une femme au foyer, c'est pas perçu comme une compétence où il y a besoin d'un haut niveau de technicité par rapport aux attendus qu'on a de ce que c'est que la performance. Du coup, elle va être perçue comme quelqu'un de non compétent. Et du coup, elle va rentrer dans la catégorie de personnes qui seront amicales, mais non compétentes. Et du coup, derrière, elle a créé un modèle prédictif de comment les personnes vont se comporter vis-à-vis de cette catégorie. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elles vont percevoir comme émotion, par exemple, et derrière, quel comportement elles vont avoir. Donc, ça peut être, par exemple, typiquement de la pitié. On va avoir de la pitié parce qu'on va dire, voilà, c'est une personne qui m'est sympathique, mais finalement, elle a une situation complexe, ou alors elle a une situation où c'est pas très épanouissant d'être femme au foyer, ou j'en sais rien. Enfin, c'est un peu les exemples qu'elle donne. Sans porter moi de jugement de ma personne de femme au foyer, parce que c'est encore une condition qui est très particulière et qui est liée aussi au fonctionnement de nos sociétés. Mais en gros, à partir de ça, elle a essayé de développer un modèle prédictif de comment l'être humain, comment les personnes, elles se comportent en catégorisant les personnes vis-à-vis de ces deux paramètres. Après, elle l'a redéveloppé un petit peu plus loin dans ses recherches, puisqu'elle a travaillé presque une vingtaine d'années sur ça. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est ça, d'essayer de comprendre
comment les stéréotypes, ça va influencer la perception des douleurs, des personnes qui ont des douleurs chroniques, et du coup, comment ça va influencer leur propre raisonnement derrière, leur propre manière de pouvoir interagir avec les autres, et aussi cet aspect menace sociale, est-ce que ça va avoir une influence sur la persistance de la douleur ? C'est un cadre théorique qui me paraît pas déconnant compte tenu de ce qu'on sait en psychologie sociale, ce qu'on sait. Comme tu disais, tout ce qui est problème de crise de la réplication, mais en tout cas tout ce qui est plus ou moins acquis pour l'instant, plus ou moins établi, même si ça peut changer, ça semble tout à fait cohérent en tout cas avec tout ce qui existe déjà, quoi. En tout cas, nous on est parti un petit peu là-dessus, et donc c'est pour ça ma thèse en fait elle se fait en deux phases. On a la phase où justement on fait plutôt du qualitatif, donc là on est sur la fin de cette phase. J'ai des articles là qui sont en train d'être rédigés, j'en ai un autre qui a été soumis. Ouais, j'ai une question parce que du coup, souvent en science, on valorise plus le quantitatif que le qualitatif, tu vois. Oui. Et du coup, pourquoi ce choix ? Alors, je pense savoir, mais j'aimerais du coup que tu l'éclaircisses peut-être pour les auditeurs. Et justement, pourquoi ce choix ? Parce que on a quand même pas mal d'études où on est vraiment sur du quantitatif, parce qu'aujourd'hui on a du mal encore à comprendre exactement les mécanismes de la douleur. Je ne sais pas si un jour on y arrivera, j'en doute en tout cas de mon vivant, mais l'idée c'est qu'on s'est quand même beaucoup basé dans la recherche, notamment en sciences cognitives, en santé, sur justement ce que je disais tout à l'heure, ces indicateurs un peu objectifs, la recherche de biomarqueurs, la recherche d'une neurosignature, de substrats neuronaux, etc. Et en fait, on a très peu investigué l'expérience subjective en elle-même. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait, donc, comme je disais, j'ai fait un master en méthodologie de recherche, donc c'est aussi une méthodologie de recherche que j'ai étudiée, la recherche qualitative. Et aujourd'hui, ça reste une des meilleures méthodologies qu'on a pour pouvoir recueillir l'expérience subjective finalement des personnes. Y a un autre niveau, alors moi je maîtrise pas trop ce sujet, même si moi j'ai des chercheurs dans mon labo qui le font. On a ce qu'on appelle l'étude phénoménologique, l'expérience phénoménologique, où là on est aussi à une autre forme de recueil de données par rapport à l'expérience vécue. Mais voilà, le qualitatif, effectivement, ça a été très souvent un peu mis en second plan, ou comment dire, un peu inférieur entre guillemets par rapport au quantitatif. On va vous expliquer pourquoi simplement, c'est parce que tu as forcément un nombre réduit de personnes, tu peux pas faire du qualitatif sur 3000 personnes, quoi. C'est pas possible. C'est ça. Et donc du coup, comme tu as un nombre réduit de patients qui ont été triés en plus, on considère que il peut y avoir des biais sur le fait que peut-être que c'est des cas exceptionnels finalement, ce qu'on étudie là, quoi. Et comme c'est exceptionnel, ça va pas être normalisé finalement. Mais après, on va être très honnête, si tu regardes en neurosciences et en sciences cognitives, on a rarement aussi des études avec 3000 personnes. Oui, non, mais j'ai pris un gros chiffre exprès. Mais tu vois, c'est juste pour donner l'idée de pourquoi souvent c'est un peu critiqué, mais après ça dépend qu'est-ce qui est étudié en réalité. Exactement, et c'est ça vraiment le point important, c'est qu'en fait les objectifs de la recherche quantitative ne sont pas du tout les mêmes que les objectifs de la recherche qualitative. Moi qui m'intéresse je pense que au complotisme, par exemple, il y a très très peu d'études qualitatives sur le complotisme, c'est-à-dire des gens, des chercheurs qui vont aller interroger directement des complotistes, comme des interviews quoi finalement, avec des questionnaires, etc. Il y en a très peu, j'en ai trouvé qu'une en français, donc c'est vraiment extrêmement rare, et pourtant c'est précieux parce que ce que ça a apporté comme information, c'était vachement intéressant, ça a apporté beaucoup de nuances par rapport à ce qu'on retient de la recherche, et finalement ce qu'on retient de la recherche en général en quantitatif, ça me paraît plus caricatural que ce qu'il y avait dans cette étude-là, donc ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à étudier, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Puis en quantitatif, alors en tout cas dans le domaine de la santé, on essaie beaucoup d'établir des liens de causalité. On donne un traitement où on fait une intervention et on voit qu'est-ce qui se passe derrière, et on regarde si on peut créer un lien entre les deux événements avec des outils statistiques qui sont aujourd'hui quand même aussi remis en question sur les modèles statistiques fréquentistes avec le petit p inférieur à 0,05. C'est des choses qui sont aussi débattues dans la recherche. C'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement... Enfin, c'est validé dans le sens où aujourd'hui c'est un peu les gold standard, mais il y a encore des débats. Il y a encore des débats pour voir comment on peut améliorer ça, comment on peut... On sait que c'est loin d'être parfait, mais bon, on n'a pas vraiment mieux pour l'instant, en fait. Et en fait, dans le qualitatif, il y a un autre objectif, et c'est pareil, en fait, dans le qualitatif, effectivement, tu vois, moi, par exemple, sur l'étude là que j'ai faite, on aura 48 participants, pardon. Oui. Il y en a 30 qui ont fait des entretiens sur les 48.
Et c'est déjà pas mal, mais au fur et à mesure, en fait, à force de faire des études qualitatives, à coup de 30 participants par-ci, 30 participants par-là, etc., on peut aussi faire des sortes de méta-analyses. Ça existe maintenant, ça commence à apparaître. Ils appellent ça des méta-ethnographies ou des sortes de méta-analyses du qualitatif. Ça nous permet justement après derrière d'avoir des études qui ont des plus grands... plusieurs centaines. Un plus grand nombre de participants. C'est ça, et du coup on peut croiser les expériences à partir de ça. Donc il y a tout à fait la possibilité de reproduire les expériences de la même manière, d'avoir une forme de réplication des résultats dans la recherche qualitative. Mais voilà, l'objectif au départ n'est pas le même dans le qualitatif que dans le quantitatif, et je pense que les deux, notamment dans une discipline comme les sciences cognitives, sont importantes, parce que justement cette notion de subjectivité, aujourd'hui on n'a pas la capacité dans nos outils de mesure, dans nos biomarqueurs, dans nos indicateurs, de pouvoir la mesurer, et le meilleur moyen de le faire, c'est d'interroger la personne, quoi. C'est ça. Tu vois, en philosophie, en épistémologie, ils appellent ça le privilège épistémique. C'est-à-dire qu'en gros, la personne, elle a le privilège de son expérience. Et personne d'autre n'aura accès à cette expérience si la personne ne nous en fait pas part, en fait, entre guillemets. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on recherche, nous. Et à l'issue de ça, donc à l'issue de cette étude qualitative qui est plutôt à visée exploratoire, on va avoir des hypothèses qu'on va pouvoir développer, ou du moins on est déjà en train de développer en fait les hypothèses, et on est en train de créer un outil de mesure. Et qu'on va tester, du coup ça c'est la fin de ma thèse, c'est de tester cet outil de mesure et de voir si du coup on arrive à avoir des données qui nous permettraient de voir si notre outil de mesure sera fiable. Alors j'imagine que non, parce que les outils de mesure en psychométrie c'est jamais fiable du premier coup, mais voir si on commence à avoir des tendances assez intéressantes pour si ça peut être pertinent d'aller plus loin sur ce genre d'outils de mesure, et après voir s'il y a une application possible dans le domaine de la clinique notamment, mais aussi dans le domaine de la recherche pour améliorer notre mesure entre guillemets de la subjectivité de la douleur. Oui, tout ça pour améliorer ce qui existe déjà, dont tu as parlé lorsqu'on a parlé de la douleur, qui est utilisé par la médecine, quoi. C'est ça, sachant que des outils de mesure dans la douleur, en fait, il y en a beaucoup. Moi, je vous ai parlé de celui qui est le plus utilisé dans la médecine, mais après, on a des échelles de mesure issues de la psychologie. On a des échelles de mesure par rapport aux différentes composantes de la douleur qu'on va pouvoir essayer de rendre objectives. Comme je disais tout à l'heure, il y a les douleurs neuropathiques qu'on est capable d'objectiver aujourd'hui quand même. Donc il n'y a pas que du subjectif non plus. Donc on a quand même des outils, mais voilà, c'est ça, l'idée c'est de venir enrichir certains outils et d'y rajouter ce côté que la douleur c'est quand même une expérience sociale, parce que forcément dans ce modèle un peu de cognition incarnée, ça va avoir un impact, ou du moins une influence sur notre environnement, qui en retour va avoir aussi une influence sur nous, et du coup une influence sur nos perceptions et nos comportements. C'est très intéressant. Tu vois, je suis vraiment issu à la base de l'étude de la recherche quantitative, puisque derrière, pendant mon master, j'ai beaucoup fait plus de quantitatif. Moi, dans mes lectures en tant que soignant, j'avais quand même plus une orientation quantitative. Mon stage était quantitatif, et j'ai fait ces premières expériences, donc j'étais accompagné par un sociologue et une anthropologue, et j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que c'était une expérience vraiment, pour le coup, j'ai trouvé ça très enrichissant, même pour moi-même, de pouvoir vivre cette expérience avec les participants et les participantes de l'étude. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de continuer. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle des méthodologies mixtes qui mélangent à la fois du quantitatif et du qualitatif. D'accord. Et par la suite, là, avec mon équipe au labo, on aimerait bien essayer de développer un petit peu ça. En gros, l'idée, c'est que moi, j'ai une position un peu privilégiée de doctorant, parce que comme j'ai un poste à l'hôpital en tant que cadre de recherche, j'aurais pas la pression des post-docs, etc., parce que je suis en CDI. Et du coup, le labo veut continuer, mon équipe veut qu'on continue à travailler sur ces sujets et justement développer ce type de méthodologie mixte pour à la fois mesurer des variables quantitatives, mais tout en gardant ce côté subjectif du coup qu'on aura du qualitatif. Oui, parce que peut-être que finalement on n'arrivera pas à s'en défaire, quoi. Si cette échelle n'est pas très fonctionnelle, il faudra toujours conserver de toute façon, cette échelle, du qualitatif, quoi. Elle va être amenée à être modifiée, elle va être amenée à être affinée, on va avoir différentes dimensions peut-être qui vont émerger, donc ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais pouvoir continuer à la suite de ma thèse, parce que c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte dans la littérature qui est très peu étudié, et un point sur lequel je pense vraiment vouloir essayer d'axer un peu plus mes recherches, c'est ce côté travail, en fait sur le côté des relations sociales, des interactions sociales au travail.
D'accord. Parce que oui, parce que c'est là où il y a le plus d'enjeux, parce que finalement, si, au sein de ton cocon familial, bon, il y a plus de chances qu'il y ait du soutien, alors qu'au travail, pas il y aura forcément. plus un regard. Ah ouais, c'est vrai, pas forcément. Pas forcément, et justement, ça aussi, c'est problématique dans une personne qui souffre. Alors, en plus, là, on a pour le coup vraiment des stéréotypes genrés, parce que il n'y a pas du tout les mêmes interactions sociales dans le cadre familial quand on est une femme qui souffre de douleurs chroniques que quand on est un homme qui souffre de douleurs chroniques, par exemple. Ça aussi, il y a un côté dans la douleur qui est très très genré, j'en ai pas trop parlé. Mais d'autant plus si c'est des douleurs, d'autant plus si c'est des douleurs qui sont genrées par nature, c'est-à-dire par exemple liées aux règles, tu vois, ou des choses comme ça. C'est ça. Et du coup, effectivement, une fois de plus, ce qui ressort un peu de la littérature, c'est que être dans un environnement plutôt pro-social, donc avec des personnes qui seraient aidantes autour de nous, ça diminuerait justement le risque de développer des douleurs chroniques. Donc c'est assez intéressant. Et pareil, une des conclusions de notre revue de littérature, c'était que être dans un environnement de travail favorable pour les interactions sociales où justement il y a une forme d'horizontalité aussi dans les relations, ça peut être aussi un environnement qui va diminuer donc le risque à la fois de développer des douleurs chroniques, mais en plus un environnement qui pourrait augmenter les chances qu'une personne continue à travailler malgré la présence de douleurs. Et là, je pense que c'est un point assez important à dire, puisque derrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il y a un enjeu social, le travail, c'est ça. On s'identifie par rapport à notre travail, et puis on est jugé aussi par les autres par rapport à notre travail. Donc ça, c'est un point qui me semble assez important et que j'aimerais vraiment continuer à explorer. Je ne sais pas si tu as eu dans tes patients que tu as interrogés des personnes, par exemple, qui ont dû changer de travail. Et pareil, le regard en fait que tu as quand tu débarques dans un travail parce que tu as dû changer à cause de certaines douleurs et que du coup tu as certaines choses que tu ne peux pas faire. Je pense que le regard il doit être aussi assez difficile à vivre, quoi. C'est assez rare dans les expériences que j'ai obtenues. J'ai soit des personnes qui ont été en arrêt et qui ont repris leur ancien travail mais avec des adaptations, mais qui là pour le coup effectivement subissent de la stigmatisation et du jugement de la part des autres, parce que ça peut être aussi perçu par les autres comme un traitement de faveur par exemple. Le fait d'avoir des horaires aménagés ou le fait de ne pas travailler à temps plein, etc. Certaines tâches qui sont enlevées peut-être, des choses comme ça. C'est ça. Et aussi, sinon c'est des personnes qui ont complètement arrêté le travail et qui n'ont jamais réussi à reprendre un travail derrière parce que leur situation était beaucoup trop compliquée. Et qu'effectivement, c'est vrai que c'est plus dans la fonction publique, je pense, où il y a cette facilité de transfert en fait vers un autre poste, puisque forcément on peut pas te virer, donc il faut bien te mettre quelque part, quoi. Donc forcément ça limite un peu les chances de tomber dessus, quoi. C'est ça, mais en tout cas ça crée des gros changements dans les interactions sociales. Donc on en parlait au travail, mais aussi j'ai pas mal des retours d'expérience de personnes qui se sont séparées de leur conjoint ou de leur conjointe, par exemple. Qui, alors, une fois de plus, il ne faudrait pas réduire ça à la douleur. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu multifactoriel qui amène à une séparation. Mais ça a été un des contributeurs, en tout cas, la douleur. De la même manière, pas forcément que les conjoints, mais ça peut être aussi avec les enfants. Des personnes qui vont s'éloigner de leurs enfants, qui vont s'isoler par rapport à leurs enfants parce qu'elles n'auront plus les mêmes interactions, les mêmes relations avec leurs enfants et qui font qu'elles ne vont pas se sentir comprises. Ça, c'est vraiment un truc qui m'est revenu très très souvent dans mes entretiens, c'est que les personnes ne se sentent pas comprises par les autres. Mais en même temps, il n'y a pas de rancune vis-à-vis de ça. Parce qu'elles ont bien conscience qu'elles ne peuvent pas vivre ce qu'elles vivent et que du coup, elles ont conscience qu'elles ne sont pas comprises. Mais elles vont quand même tendance à s'isoler pour ne pas être confronté à cette incompréhension et à tous les comportements que ça va amener derrière. Et du coup, cet isolement va créer entretenir la douleur finalement. C'est ça. En tout cas, ça va participer, ça va être un des contributeurs externes au développement de la douleur, ou du moins au maintien de la douleur. Ok. Eh bien, merci en tout cas, Yvan. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, parce que c'est quand même très complet. Oui. Alors, je pourrais encore en dire plus. Je pourrais encore parler toute la soirée, notamment là, sur le sujet. Non, mais c'est bien parce que du coup, on sent déjà par le fait que tu dises que tu veux continuer après à travailler vraiment là-dessus, on sent que c'est un sujet qui te passionne. Donc quand c'est ça, moi ça me passionne vraiment. De ton travail, que ce soit une passion aussi, c'est quand même, ça se sent que c'est quelque chose qui t'anime, quoi, quand tu en parles. C'est ça, et puis en plus j'ai pas encore creusé non plus trop le côté santé mentale, parce que l'hôpital psychiatrique est très intéressé aussi à ce que je travaille un peu plus sur le côté santé mentale.
Et j'ai déjà eu des propositions de la part de collègues, des choses comme ça, pour partir sur des projets en lien avec la douleur. Donc il y a plein de choses qui vont être faites, et moi c'est vraiment un domaine sur lequel je veux continuer à travailler. Mais je trouve que alors j'ai peut-être pas le bon terme, mais ce mariage douleur et cognition sociale, il est vraiment intéressant à exploiter. Et c'est comme dit tout à l'heure quand je parlais de la cognition sociale, c'est pas trop un domaine qui jusqu'à présent a été l'objet d'études en cognition sociale, donc je me dis que ça peut valoir le coup. Enfin, je me dis comme chaque doctorant que je vais changer le monde, et en fait je vais rien faire du tout à part sortir 3 papiers qui vont avoir 3 citations et ce sera fini. Mais voilà, j'ai encore cet espoir en tant que doctorant de pouvoir avoir quand même un petit impact par rapport à ce travail sur au moins nos représentations autour de la douleur. Surtout que c'est un sujet socialement important et que, comme tu disais, il n'y a pas trop, en fait, pour l'instant en tout cas, de travaux sur ce domaine-là spécifique, alors que sur la douleur il y en a plein, sur la cognition sociale il y en a plein. Et du coup, si effectivement vous arrivez à trouver, à affiner votre échelle et votre cadre théorique, je pense que ça peut être pertinent pour la suite. Et voilà, peut-être qu'on reparlera de toi dans quelques temps, puisque peut-être que tu auras apporté ta pierre à tout ça. Alors de moi et l'équipe qui travaille avec moi, parce que c'est bien sûr, je suis pas tout seul là. Tout le labo. C'est ça, la recherche, ça se fait pas tout seul. Ça c'est vraiment important de le préciser, et c'est important de voir qu'il y a un gros travail d'équipe, parce que j'ai vraiment de la chance d'être dans une équipe qui est très aidante, qui est très soutenante dans ce projet, qui au départ travaillait pas trop sur cette thématique, mais qui s'est vraiment lancé avec moi dans ce pari entre guillemets, et de vouloir un petit peu enrichir notre vision des mécanismes de la douleur et surtout nos représentations, et que c'est potentiellement un impact sur la manière dont on estime aujourd'hui dans notre société les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Tu fais bien de rappeler que la science est un travail d'équipe, puisqu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, puisqu'on a toujours ce culte du génie en sciences, etc., et même dans la société en général, qui est toujours présent. Donc tu as bien fait de me reprendre sur ça. Je te remercie pour cet échange vraiment très instructif et très intéressant. J'espère que les auditeurs auront apprécié aussi. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et la proposition. Moi ça m'a vraiment plu aussi, parce que j'écoute avec plaisir ton podcast, et merci pour l'invitation. Avec plaisir. J'espère que du coup qu'on aura peut-être l'occasion de refaire une émission un de ces 4, et on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à le partager avec enthousiasme. Vous pouvez également le partager sans enthousiasme, je ne vous en tiendrai pas rigueur. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir ce travail en passant par les liens en description. Les tips que je reçois ont pour l'instant servi à payer l'hébergement et l'amélioration du matériel. Je suis notamment en train de me rééquiper en vidéo petit à petit afin de reprendre la chaîne YouTube, mais également pour plusieurs gros projets en cours. À bientôt.